Bienvenue sur la chaîne du foot d'en bas, un média spécialement dédié au foot amateur. Aujourd'hui, pour la première interview du foot d'en bas, on accueille Greg. Greg qui a fait Bonjour à tous. toute sa carrière aux municipaux. Déjà merci Greg d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Bruno pour la proposition. Avant ça, j'aimerais remercier Sport Event qui nous accueille aujourd'hui pour l'interview. Sport Event, je vous mettrai une petite vidéo, c'est un complexe à Bolbec qui vient d'ouvrir, il est exceptionnel avec 2 terrains d'Arena 5, 3 terrains de padel en extérieur, un terrain de beach soccer à l'extérieur, il y a du golf virtuel, il y a un terrain de basket 3 contre 3, il y a du squash, il y a une salle de cross-training et il y a un très très bon restaurant. Donc voilà. Je me permets de compléter, il y a également aussi des coachings individuels faits par moi-même les samedis et les dimanches matins. Ne pas hésiter à prendre rendez-vous pour ça. On y serait venu un peu plus tard, mais voilà, t'as raison. Donc, on est parti. Greg, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours de joueur éducateur? Oui, pas de souci. Du coup, moi, je suis Grégory Duval. Donc, 39 ans cette année. On arrive sur la 40e. On va changer de dizaine. Donc, j'ai commencé le foot à 6 ans au club des municipaux du Havre. Et j'ai pas eu une super carrière de joueur. On va pas se mentir, j'ai arrêté le foot à 13 ans pour des problèmes de santé. J'ai même joué au basket. J'ai repris le football qu'à l'âge de 18 ans. Et puis j'ai repris aux municipaux à l'âge de 20 ans jusqu'à 23 ans. Et j'ai arrêté le foot par la suite puisque la carrière de coach prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et du coup, j'ai rejoué un petit peu en vétéran, mais effectivement, à part à jouer en DH Corpo aux municipaux, c'est voilà le simple carrière de joueur. Donc et après pour la carrière du coup éducateur, celle qui m'a pris le plus de temps. Donc j'ai démarré du coup en 2009 aux municipaux pour passer un BPJEPS, sport collectif, spécialité football. C'est là où j'ai découvert du coup les premiers diplômes football à Yerville avec Cyril Prigent sur les initiateurs 1 et 2 que je connaissais pas du tout à l'époque parce que j'étais parti pour être éducateur sportif mais pas forcément spécialisé dans le foot. Ah ouais. Mais l'animation de tout ça m'a bien plu et du coup je me suis spécialisé chaque année et du coup jusqu'à l'année dernière, fin de saison, 16e année aux municipaux en passant tous les diplômes possibles, l'ASD, le BE, le BEF, puisque j'ai passé les deux, puisqu'à l'époque c'était sur la réforme, on ne savait pas si c'était l'équivalent du DF qui existait à l'époque. Donc j'ai passé les 2 diplômes, et puis dernièrement, il y a 3 ans, le DES, qui permet d'entraîner jusqu'en National 2. Et du coup, dernière saison 2025, 2026, 2024-2025 aux municipaux. Ouais. Où voilà, je pensais qu'à un moment donné, il était temps de voir autre chose, de voir s'il y avait la possibilité d'aller entraîner plus haut, puisque le diplôme me le permettait, et aussi voilà d'avoir fait le tour au sein des municipaux en ayant passé de l'école de foot jusqu'à l'équipe première. Donc c'est vrai que voilà, le tour était fait et que maintenant il est temps de relever de nouveaux challenges. Donc ouais, c'est rare. Bon, en amateur ça se fait, mais c'est quand même rare pour être souligné. Toute une carrière dans le même club, comme tu l'as dit, quand tu fais le tour, t'as envie de voir ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même 16 ans dans un même endroit, c'est dur à quitter. Totalement. C'est une vraie décision. Oui, totalement. Hein. C'est vrai que il y a un attachement particulier aux personnes que j'ai pu croiser. Hein. Moi, j'ai vu des amis, j'ai de la famille qui coachent encore maintenant. Donc, c'est vrai que même les joueurs, le lien que tu as créé, tu les as vus. Pour certains, je les ai vus, ils étaient tout petits, ouais. Et je les ai vus arriver en senior avec moi plus tard. Donc, c'est vrai que tu crées un vrai lien d'affinité avec eux qui est quand même assez intéressant. Et c'est dur à quitter du jour au lendemain. Tu regardes tout le temps les résultats quand même, même si tu n'es plus au club. Ouais. Tu regardes un peu ce qui s'y passe, etc. Mais c'est vrai qu'il faut aussi tourner la page parce que il y
il y a une autre expérience et c'est peut-être ça justement qui a fait que c'est important d'avoir une autre expérience, une autre vision, d'autres joueurs qui viennent d'autres secteurs parce que là bah du coup tu avais tes habitudes, donc de pouvoir se renouveler permanent aussi dans ce que l'on veut mettre en place. Après pour pouvoir le mettre en place dans les projets sportifs, c'est vrai que c'est un vrai plus. Ouais. Parce que bah, la confiance des personnes dirigeantes du club, etc. permettent de pouvoir mettre des choses, la connaissance du contexte du club, du secteur, des joueurs, de la qualité des joueurs, des faisabilités, donc des personnes qui encadrent, des personnes que tu fais venir aussi en tant qu'éducateur. Donc c'est vrai qu'il y avait une réelle qualité pour pouvoir mettre un projet sportif en place et c'est ça qui était intéressant parce qu'il y a une réelle confiance. Ouais. Bon, du coup, je te disais en off que bah, du coup tu réponds un peu aux questions dans ce que j'avais préparé dans ce que tu viens de dire. Quel est le quotidien d'un éducateur? Qu'est-ce que les gens ne voient pas forcément et qui compte énormément? On disait tout à l'heure en off le temps que ça peut prendre, etc. Donc en plus, tu avais beaucoup de choses à faire entre les seniors et les jeunes. Il faut tout. C'est ça. Ce qui prend le plus de temps, je pense que c'est le lien concret en fait pour pouvoir faire fonctionner toute cette machine-là. C'est vrai que le téléphone, c'est un outil maintenant qui est hallucinant. C'est qu'en fait, on n'a jamais l'impression de sortir du club et du contexte. Donc, c'est vrai que bah du coup, le fait d'envoyer des messages permanents aux éducateurs pour mettre des projets en place, des réunions en place, des choses, les séances aussi, discuter de la semaine de travail, les convocations, de ce qui on va mettre, etc. Donc tout ça, et puis bah aussi des échanges avec les joueurs, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Le football, ça reste de l'amateur, ça reste une notion de plaisir, à mon sens, surtout sur l'amateurisme. Et pour pouvoir créer ça, faut créer aussi du lien. Moi, j'ai toujours été dans l'affectif, on va dire. J'aime bien créer du lien avec les personnes, que ce soit les joueurs, les jeunes, qu'importe l'âge, en fait, c'est de pouvoir leur donner envie de revenir le lendemain. Et c'est ça qui est plus intéressant. Et si on parlait que football, je suis pas sûr que maintenant, dans ce que l'on voit, il reviendrait forcément le lendemain. Donc, il y avait aussi, bah, du coup, un lien créé, un lien affectif, de pouvoir discuter d'un peu de tout, même parfois de choses même extérieures, de problèmes scolaires pour certains. Je suis même intervenu, tu vois, sur des conseils de classe. J'ai eu des rendez-vous avec des principaux de collège parce que bah avec le football, tu as une influence différente de ce qui peut se passer aussi à l'éducation nationale. Donc ils essayaient de s'appuyer et nous on a toujours été dans ce lien-là aussi que le football est vecteur d'autre chose que du football. Hein, de tout ce qui est, je pense que tu le sais au quotidien, hein, de toutes les valeurs qu'on essaye d'inculquer, hein, juste déjà par la politesse. La première des choses, moi, c'est la première des choses. Un jeune, on dit bonjour, on dit au revoir, on dit merci. Ça, c'est la première des choses et c'est pas forcément pour tout le monde. Donc c'est important et c'est une bataille du quotidien hein, qu'on leur donne. Je dis toujours, là cette année, j'ai pris les U9 à Bolbec, mais j'étais sur 3 ans. Les 3 dernières années sur les 18, mais que ça soit sur les 18 ou bien sur les U9, j'ai toujours le même discours, c'est ok, on se voit 2 ou 3 fois la semaine, mais on est là pas que pour faire du foot, on est là aussi pour créer de l'humain, on crée des humains. Qu'ils soient en U9 ou en U18, ils sont pas à l'âge adulte, ils sont pas encore, il y a des choses encore à voir. Et l'éducation, elle peut se faire à n'importe quel âge, parce que, comme je disais tout à l'heure, chacun a son grain à apporter à ce que je disais quand je parlais avec des parents ou d'autres coachs. On est là aussi pour les éduquer, on est là pour les aider en U18 à s'insérer dans la vie active, enfin, bien sûr, même sur une parole, sur un geste, mais ça peut aider n'importe qui. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est la base du projet que j'ai mis en place pour mon DES. Ouais. Ça s'appelait former les joueurs, éduquer les hommes. Parce que voilà, ça reste une même personne, mais il y a le footballeur lorsqu'il rentre sur le rectangle vert et les valeurs qu'on veut qu'il renvoie. Mais il y a aussi la personne que tu vois entre le rectangle vert et le vestiaire ou la porte de sortie du stade, voire à l'extérieur, la personne qui peut être à l'école, etc. Et il est important, je pense, par le biais du football, par le poids qu'on peut avoir, comme tu l'as dit, 3, 4 fois. Pour certains, nous, on les voyait 5 fois, voire 6 fois par semaine, puisqu'on avait la section sportive. Ah ouais. Donc, tu vois, tous les entraînements de la semaine, plus le match du week-end, tu y vois minimum 6 fois. Des fois,
je voyais des joueurs, je voyais plus que ouais, bah, c'est clair. Donc, c'est vrai que du coup, dans les valeurs que tu essayes d'inculquer, tu veux quand même que ça soit des joueurs qui ressemblent un peu à ton image, et sur ça, et puis sur les valeurs qu'ils renvoient, c'est hyper important, l'image qu'ils renvoient au quotidien, parce que peut-être plus tard dans la vie active, c'est ce qu'on va avoir besoin, un mec qui a du courage, qui ne lâche rien, qui a de l'abnégation, donc c'est ça qui est hyper important, qui est poli, qui est à l'heure, qui respecte les horaires, etc. C'est des choses, je pense que dans la vie active de tous les jours, c'est hyper important, quoi. Donc toujours ce qu'on a voulu mettre en place, en tout cas aux municipaux. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette discussion-là, parce que tu l'as dit aussi, c'est pas toujours le cas. Tout le monde ne raisonne pas comme ça. C'est un choix, mais tu as parlé d'image, c'est aussi ton image à toi, mais c'est aussi du coup l'image à qui tu appartiens au club. C'est toutes ces choses-là qui est hyper important de ressortir, parce que c'est la base. Certaines personnes ne se rendent pas compte de ça, que juste une équipe dans le club, qui un joueur déraille un jour, ça peut arriver, mais aussi ça arrivé, il y a pas de monde parfait, on va dire, mais juste une équipe qui déraille. Après, derrière, dans le monde du football ou dans les personnes extérieures, les parents qui gravitent, etc., c'est normal, tu veux être ton enfant au meilleur endroit, etc., mais ça peut nuire à l'image de tout l'ensemble du club, de tout l'ensemble d'un projet que tu mets en place, comme tu me demandais tout à l'heure, avec de nombre d'heures passées, etc., de travail de nuit blanche à réfléchir à comment régler ce problème pour qu'on puisse faire évoluer. Ça peut nuire à tout ça, juste parce que il y en a un qui a dégoupillé, et alors que le reste, tout se passe bien, tout se passe super, mais ça paraît les gens, pour ça d'essayer de rallier tout le monde avec toi est hyper important. Mais c'est vrai que là, je vais rebondir sur ce que tu as dit, nombre d'heures et tout. Je me souviens que moi, quand j'avais le projet, quand j'ai présenté le projet de reprendre le U18, parce qu'il n'y en avait plus à Bolbec, j'avais un projet en tête, etc. Mais du coup, un petit peu moins du coup sur les petites catégories, mais sur les catégories comme ça, U18, senior, c'est vrai que c'est les séances, le téléphone, la convocation. Moi, du coup, j'ai dû recruter pas mal de joueurs, faire un travail, et c'est un truc qui te prend. Et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais même des instants de famille ou des instants, tu es devant un match sur ton canapé, des fois, t'es pas là. Bien sûr. T'es présent, mais dans ton esprit, tu penses à ton recrutement, à ta semaine de travail, t'arrives au jeudi, vendredi, ça dépend comment tu fonctionnes, au match du week-end, qui tu vas sélectionner, qui tu vas faire commencer, et du coup, c'est du 24 heures sur 24. Totalement, et je te rejoins totalement, c'est que, et heureusement, je suis bien accompagné, j'ai une femme qui est super dans ce sens-là, mais c'est vrai que le nombre de fois où ton esprit part ailleurs pour savoir comment tu vas lui dire à lui que malheureusement, il va pas être convoqué, parce que tu sais qu'en plus humainement, c'est une super personne, il est à tous les entraînements, mais sur le projet sportif, sur le projet de jeu que tu veux mettre de ce week-end par rapport à l'adversaire, et le contexte, etc., parfois, c'est pas ce profil-là que t'attends à ce poste-là, et du coup, t'es obligé de faire un choix, et du coup, tu réfléchis, et du coup, t'en discutes, etc., et le monde senior, là, tu parlais du monde du 18, mais le monde senior là-dessus, et là, je pense que d'autres collègues pensaient la même chose que moi, mais ils ont pas d'heure pour certains. Pour certains, ils vivent la nuit. Donc ça m'est arrivé, et je dors très peu, donc j'ai cette chance-là, entre guillemets, de pouvoir discuter avec eux, mais c'est des messages à minuit, 1h, 2h du matin, voire pour certains, ça m'est déjà arrivé, moi je me lève très tôt, vers 5h30, 6h, on continue la discussion, ils étaient toujours pas couchés, tu vois. Donc il y a des coachs comme ça aussi. Petite mention à Lockman. Lockman, tu peux très bien recevoir un message à 3h du matin pour le match du lendemain, où il faut le gagner, un petit message qui va te motiver, ou même en pleine semaine, d'un coup, il est 3h du matin, t'as un message de Lockman. Il est très fort. Mon frère jumeau. Non, mais c'est vraiment, en fait, c'est notre quotidien. C'est ça, c'est la vérité, c'est notre quotidien. Tu loupes des fêtes de famille ou des rendez-vous, etc., puisque tous les dimanches on est pris, ou c'est samedi, parce que je pense que tu as connu ça aussi à Bolbec, mais on en parlait un petit peu pas du temps que ça prend, mais
aux municipaux, ça m'est déjà arrivé d'avoir 3 équipes. Ah ouais. Une équipe le samedi matin, une équipe le samedi après-midi, une équipe le dimanche matin. À l'époque, quand c'était encore DHPH, les équipes elles jouaient le dimanche matin. Donc effectivement, tu vois, tout le week-end était englobé. Plus t'imagines, au club, on essayait toujours de faire 2 à 3 séances par catégorie. Donc c'est vrai que toute la semaine, tu bossais. Plus ça m'est arrivé sur cette saison-là là, que je te parle, qui a été quand même la plus intense à mes yeux, c'est que en plus j'avais un coach U18 qui bossait parfois le dimanche, ça m'est arrivé. Donc en plus il fallait aussi le remplacer puisque tu étais salarié de la structure. Et comme on était 1 ou 2 salariés, mais à cette époque-là j'étais tout seul comme salarié, il fallait aussi le remplacer. Donc du coup tu faisais samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche midi, puisque c'était sur l'heure du midi. Donc c'est vrai que tu vois, c'était plutôt très intense. Mais et parfois au club, on te disait que on attendait toujours un petit peu plus. Tu sais, c'est des assos, ils sont comme ça, t'es seul salarié, tu travailles avec des bénévoles. On te demande quoi? On te demande de travailler un petit peu plus, toujours. Et t'essayes, hein, mais parfois l'énergie mentale n'y est plus, quoi. Donc ça peut devenir compliqué. On y reviendra juste après, mais ça me fait penser à, moi j'avais une discussion avec le salarié à 35 heures de Bolbec, là, Victor Seyé, et on se disait, t'es à 35 heures officiellement, mais on sait très bien que dans un monde d'association et en plus du football, et quand c'est ta passion, tu respectes pas à la lettre, tu fais jamais 35 heures, t'es toujours au-delà, parce que d'une, c'est une chance, moi je trouve, de travailler dans un club quand tu peux, bien sûr, parce que quand t'es passionné et que tu travailles dans ta passion, du coup, ce qui ça engendre, c'est que tu comptes pas tes heures, etc. Et ça, je trouve ça. C'est ça. C'est une chance. Les salariés d'un club, c'est une chance. Dans l'associatif, c'est exactement ça. On est tellement heureux de travailler parce que j'ai démarré par ça. Hein, et j'étais très heureux qu'on m'offre la possibilité de vivre de ma passion, quand même, hein, le football. C'est 35 heures, t'en fais 70. Mais ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Et t'as pas de truc d'heures sup, puisque parfois t'as aussi faut le dire aussi, hein, t'as parfois des petits moments de creux. Oui, ça arrive. C'est les intempéries, mine de rien, tu joues pas ce week-end-là. Dans la semaine, il peut y arriver aussi, des semaines un peu plus, s'il n'y a pas de championnat, ça arrive, il y a les trêves, etc. Quand c'est match amicaux, tu diminues un peu. Donc, entre guillemets, tu rattrapes un peu sur ces temps-là. Et c'est vrai que c'est permanent et même, on a peut-être une période qu'on n'a pas parlé, mais c'est aussi la période du mois de juin ou juillet, tes vacances, qui est censé être tes vacances, mais où tu es déjà en train d'anticiper la saison suivante, et c'est peut-être là où tu as le plus de boulot. C'est marrant parce qu'on s'en est rendu compte. On le savait, mais ça a été encore pire là, parce que moi j'ai fait aussi adjoint de Victor quand il avait la B, pas cette année mais l'année dernière, et on a la période juin jusqu'au 15 juillet où il faut rentrer les licences et faire signer les recrues parce que sinon ils seront mutés hors période, et c'est intense à ce moment-là. Et puis du 15 juillet au 1er août, et t'as ces 15 jours de, entre guillemets, tranquille, parce que le 1er août, t'attaques ta prépa, et ça y est, c'est reparti jusqu'à... C'est vrai que t'as 15 jours, et encore entre le 15 juillet et le 1er août, tu réfléchis à ton projet de jeu, il faut préparer, au final, tu t'arrêtes. À part des entraînements individuels pour les joueurs, peut-être qu'ils se préparent avant qu'ils arrivent avec trop de barbecue, etc. Tu leur envoies le programme, il faut tout penser. Les matchs amicaux, si tu les as pas assez anticipés aussi, donc... on revient à... c'est du 24 heures sur 24, c'est sur 7. Mais tu le disais tout à l'heure, ça reste une passion, donc tu le fais sans rechigner, mais c'est vrai que c'est important de toujours le répéter. Je pense qu'on est de plus en plus à le redire, et surtout sur les milieux associatifs, etc. On essaye de faire au mieux, et c'est pour ça que parfois il peut y avoir des petits échecs, des petites erreurs, parce que on n'est pas des surhommes non plus. Donc, voilà, ça reste une passion, on essaye de la partager, mais ça prend énormément de temps, quoi. D'où ma question suivante, quelles difficultés on peut rencontrer justement dans une carrière d'éducateur, du coup de salarié de club, dans un monde associatif amateur. On disait tout à l'heure en off, on fait tout quasiment tout seul. On parlait de Greg Auger qui a un staff de Ligue 1 en U19, nous c'est pas du tout le cas. C'est ça.
J'ai commencé aux municipaux, il n'y avait pas encore la vente d'Edouard Mendy à Chelsea. Okay. Je tiens à rappeler parce que c'est vrai que ça a été un vrai tournant au club. Ah ouais. Ouais, mine de rien, ce transfert-là nous a ramené énormément d'argent financièrement. Donc on fonctionnait avant ça sur beaucoup de partenaires, des partenaires privés qui nous aidaient, etc. Mais du coup, on était aussi beaucoup dans l'entraide, beaucoup plus avant, je pense, puisque chaque année, tu sais, tu frôlais, tu vois, au niveau du budget annuel, t'étais un petit peu dans le négatif, et tu vois, et on faisait des événements pour pouvoir essayer de rééquilibrer, un peu comme dans tous les clubs associatifs. Donc t'es coach, mais à côté de ça, tu fais aussi des lotos, tu fais des stages vacances, tu fais aussi des tournois que tu organises qui durent 3 jours, etc. Donc ça aussi, hein, c'est des choses qu'on pense pas souvent, mais aussi qu'on met en place. Donc les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est que plus le temps a avancé, et tu vois, des petites choses comme ça font qu'il y a eu de moins en moins d'entraide sur des événements sportifs qui font marcher les associations. Et c'est hyper important de continuer à ça, et de plus en plus à la recherche d'éducateurs, du coup, qui sont moins bénévoles, du coup tu vas chercher des apprentis, etc. Sauf que financièrement, c'est des coûts qui sont supplémentaires. Donc c'est vrai que après, pour faire survivre l'association dans la durée, c'est ce qui est le plus compliqué. Ouais. Après, les vrais problèmes qu'on peut rencontrer dans une asso, déjà c'est le quotidien avec les parents. C'est pas un problème en soi si tu arrives à créer du relationnel avec eux. Et je pense qu'on oublie souvent ça, c'est que tu peux gérer tes parents comme une équipe. Tu vois, pour toi, en plus, tu es sur les U9, je pense que de pouvoir créer un petit cocon où on fait des événements ensemble, on demande des petits goûters, on fête les anniversaires, pour les déplacements en tournoi, etc. La petite participation avec le véhicule pour pouvoir aider, etc. Ça, c'est super sympa. Et parfois, on oublie que le parent, il est acteur aussi de la vie de son enfant. Parce que parfois on demande beaucoup. Nous on a demandé, on était jusqu'à 4 à 5 entraînements par semaine pour l'enfant, donc hors période de la scolarité. Donc c'est aussi une organisation au quotidien. Donc c'est vrai que le parent, il faut l'amener avec toi dans le projet, dans ton projet d'équipe. C'est hyper important parce que sinon oui, ça peut être un problème dans le sens où parfois ils comprennent pas forcément tes choix, comprennent pas forcément où est-ce que tu veux les amener. Et ça, on est de plus en plus dans une société où on a besoin d'expliquer où est-ce que l'on va et pourquoi on met ces choses-là en place. Donc c'est pour ça, il y a ceux qui vivent un peu le rêve à travers, on le sait, mais qui vivent un peu le rêve à travers leur enfant, alors que j'ai connu des joueurs qui ont bien été meilleurs du moment où on parlait de plaisir plutôt que du sportif, faut faire plus. Non, certains, juste par plaisir, ils étaient meilleurs que les autres. Donc, comme quoi, il n'y a pas forcément de vérité, même s'il y a des chemins à prendre, il n'y a pas forcément de vérité pour aller sur de la réussite. Après, d'autres problèmes rencontrés, c'est aussi sur le plan sportif. Comment réaliser chaque année des objectifs sportifs avec ta matière première qui sont les joueurs. Et quoi mettre en place pour pouvoir le réaliser, ça, la relation avec les joueurs. Et là, je parle plus sur le monde senior 18 et surtout 18 où c'est un âge vraiment, ils sont un peu dans la transition. Je pense que tu dois le voir. Est-ce que ça reste des joueurs de football ou est-ce que la vie du quotidien cette génération-là, U18, soit c'est des passionnés de football, des mardus de football et ils vont rien lâcher. Soit ça va partir sur c'est l'année du permis, c'est l'année où on peut commencer à sortir en boîte de nuit dans les soirées, et du coup on les voit plus. C'est dur. Cette génération, cette tranche d'âge là, U16, U17, U18, c'est vrai que c'est la plus compliquée. Si tu me poses la question, quelle est la catégorie qui est le plus compliquée, on va dire, à gérer, je pense que c'est cette catégorie-là. Vraiment, sur tous les aspects pédagogiques, etc. Tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est le plus compliqué. Mais si tu arrives à fédérer, ça peut être super. Ça peut être super sympa. Ça me fait penser à ce que je te disais tout à l'heure.
moi quand j'ai repris, il n'y avait pas d'équipe U18, donc il fallait que j'amène un projet. Il faut amener un projet où il faut inclure les joueurs et comment on va entre guillemets les chouchouter pour que ça se passe bien. On va pas que faire du foot et je te prévois 2 entraînements la semaine, un match le week-end et basta. C'est tout il faut englober tout, il faut les mettre dans de bonnes conditions entre guillemets pour qu'ils accrochent, pour qu'ils lâchent pas, parce qu'il faut les tenir sur une saison, sur 2 saisons, 3 saisons. Ouais. Franchement, ça a été sport. Ça a été très sport. C'est là où justement par expérience, tu vois, je me dis toujours que ton projet, l'idée que tu en as à la base, ça doit devenir leur projet. Ouais. Et c'est eux qui doivent être acteurs de celui-ci s'ils veulent s'investir. C'est comme dans tout métier, hein, si tu es acteur de ce que tu mets en place, c'est là où ça devient le plus intéressant et que du coup dans la motivation, tu t'y donnes encore plus. Et c'est pour ça que parfois, tu sais, on a des idées, on veut faire ça. Et si on n'a pas cette part d'échange avec les joueurs, en disant ça ne nous correspond pas, on préfère partir sur ce genre d'idée, tu vois. Ouais. Et c'est là où justement, tu vois, si on va encore plus sur des seniors, tu sais, on parle souvent des joueurs qui partagent avec les coachs pendant les matchs. En fait, c'est les joueurs qui décident. Non, c'est pas le joueur qui décide. Et que parfois, il y a des temps d'échange. C'est une vision différente. C'est une vision parce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont acteurs des choses. Et si on veut en ressortir le meilleur d'eux-mêmes, c'est que eux, ils aient envie de le faire. Envie d'être acteur de ce projet que tu veux mettre en place. Ah oui, t'as tes idées, t'as tes convictions avec le temps, tu veux jouer ainsi, clac, comme ça. Mais si les joueurs, ils sentent que ça ne correspond pas en termes de profil, etc., ils doivent trop défendre, et ça, ils aiment pas ça, défendre les joueurs. Ils doivent trop défendre, et encore plus à son poste, il va être contre ce projet-là. Donc il faut justement essayer d'être dans l'échange pour certains, surtout pour tes joueurs cadres, qui peuvent t'apporter un vrai plus parce qu'ils ont joué au-dessus, parce qu'ils ont une qualité technique ou athlétique au-dessus du commun, qui peut être intéressant au niveau à laquelle tu joues. C'est là justement, fais-les devenir acteurs du projet. Donne pas toutes les clés, tu vois, mais parfois laisse un peu, tu vois, cette possibilité d'échanger pour pouvoir, je te donne un peu de clé du camion, viens on y va ensemble, et puis mais reste dans mes convictions quand même avec moi. Ouais, je compte sur toi pour être quand même avec moi. Ouais, je me rappelle que du coup, ça me fait penser sur mon recrutement, comme il y avait très peu on était quasiment pas de joueurs, quasiment, très peu. Ouais. Et avec Mathieu Leroux, on l'a repris tous les deux et on s'est dit il faut cibler des joueurs qui attireront d'autres joueurs. Ouais. On va leur présenter le projet à eux et eux ils vont nous aider et c'est un marché, c'est ce qu'on a réussi. Et ça me fait penser aussi, j'ai eu une discussion avec Victor il y a pas longtemps. Il a lu ou il a vu un truc comme quoi dans le vestiaire, sur le terrain et dans le vestiaire, il faut que le coach il ait ses joueurs relais pour justement créer de la cohésion, que sur le terrain les consignes y passent bien, parce qu'un entraîneur tout seul, c'est pas possible. Il faut qu'il ait ses joueurs, 2-3 joueurs relais sur le terrain qui aident au bon fonctionnement du tu vois, ça revient à ce qu'on vient d'évoquer, c'est que justement l'échange, et c'est pour ça, alors souvent, tu vois, le terme employé, c'est joueur cadre, tu vois, joueur leader, etc., mais c'est vrai que c'est plus ça, c'est vraiment dans cette notion de forme de relais. Moi, si je te donne un exemple, j'avais encore Anthony Lop l'année dernière, qui a fait finale de Coupe de France, qui a frôlé de jouer en Ligue 2, etc. Par son expérience, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'échanges. Amel Thiam qui a joué en National 2, attaquant à Dieppe, etc. Pareil, beaucoup de temps d'échange. Et j'en avais un autre aussi avec qui je discutais beaucoup, deux autres. J'avais Oumar Mal, pareil, qui a joué en M3 à QRM, qui m'a planté 15 buts sur la saison de la montée de R2 à R1. C'était un vrai relais offensif. Et puis j'avais Clément Hochkamp que j'avais depuis plus petit. Et lui, tu vois, c'était un autre lien avec qui on pouvait discuter parce que là, c'était un réel lien affectif et qui était un vrai relais parce que lui, sur le terrain, c'était un besogneux. Il allait à fond, tu faisais jouer derrière, on en rigole souvent, mais j'ai fait jouer derrière, j'ai fait jouer au milieu de terrain, il a joué attaquant, il a joué latéral, tu vois, il a joué à tous les postes parce qu'en fait, quand il est sur le terrain, il se donne la fond, donc c'est un profil super sympa. J'avais Rénal Métellus aussi, qui a joué en National 3 à Deauville, qui a joué à QAM, etc., qui a fait des bancs à l'époque. Donc, c'est des joueurs qui ont un certain vécu, une certaine expérience, où si toi, tu t'appuies pas sur eux, alors que t'as que
50 plus que pour certains, tu vois, c'était pas tant que ça. Mais voilà, tu avais ton vécu coach, tu as tes idées coach, tu vois. Mais après, il y a ce que tu essaies de mettre en place sur le terrain. Alors ça marche pas. Malheureusement, on est sur des années où il y a des 5 descentes où c'est compliqué. Parfois, justement, ça demande un petit plus. Et puis, il y a des fois des choses qui se passent aussi dans les saisons qui sont dures à gérer. On peut pas maîtriser. C'est ça. Là, ça fait partie des difficultés alors que tu demandais. Parfois, administrativement, sur l'aspect des mutations, quand tu sais que tu as eu énormément de départs dans la saison, c'est très compliqué. Surtout maintenant chez les jeunes, où tu vois que tu as droit qu'à 4 mutés, un seul muteur période. Alors certes, ça permet d'essayer de fidéliser, mais parfois il y a des conditions où il suffit que l'année N-1 s'est passé moins bien, c'est plus compliqué. Et là, ça demande beaucoup de réflexion. Cette règle, elle passe au moment où moi je prends les 18. En plus, donc au moment où je commence à recruter, dans l'optique, on est à 6 plus 2. Ouais, c'est ça. 6 plus 2 pour faire une équipe, c'est bien. Ouais. Quand ça passe à 4 plus, enfin du coup 4 plus 1. 4 non 1, ouais. C'est une vraie difficulté, mais ça a été une difficulté pour nous les coachs, mais les joueurs ils s'en soucient pas. Eux c'est pas leur problème. Ah bah non. Eux ils vont signer n'importe où en se disant je vais donner mon maximum pour jouer. Si le choix militaire période, c'est le coach qui se débrouille après. C'est ça. Et ça, quand ils ont fait cette règle-là, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à. Je pense qu'elle est mauvaise cette règle parce que le joueur il s'en occupe pas. L'entraîneur, le joueur il s'en occupe pas, c'est pas son problème. Dans toute décision de manière prise par les directions, il y a toujours du positif, du négatif. Il y a des clubs à qui ça va convenir, il y a d'autres clubs malheureusement à qui ça va pas convenir. Et puis comme tu viens de le dire, il y a des contextes. Toi si tu es formateur, que les effectifs changent peu chaque année, etc. Tu te dis ça va pas changer forcément dans le quotidien. Mais tu vois, il y a là un contexte comme le tien que tu me parles et ça c'est problématique. Il y a un autre cas qui me fait penser, mais je parlais avec mon ami à QRM. Quand ils ont des joueurs qui partent en centre de formation, tu sais, ils vont signer à Monaco, ils ont des générations comme ça, ils ont des 4, 5, 6 signatures en centre de formation dans le club pro. Donc tu fais comment pour remplacer ces joueurs-là? T'as besoin de recruter du coup pour renouveler cet effectif-là. Tu vois, c'est pas pour piller les clubs d'à côté, c'est juste pour renouveler parce que tes joueurs sont partis dans des clubs pro et puis que toi aussi tu as besoin de, sur certaines générations, parce que toi on t'a pris, c'est ça. Et là, du coup, ils se retrouvent eux aussi en difficulté. Alors, t'as beau essayer de former, comme c'est fait, puisqu'ils partent encore au club professionnel. Donc, c'est ce qu'on te demande. Mais derrière, t'es aussi quand même en difficulté pour renouveler ton effectif et de maintenir ça. Donc, voilà, c'est aussi des problématiques, tu vois, des clubs qui sont peut-être un petit peu au-dessus, tu vois, mais ça aussi est problématique. Ma question sur les difficultés, je te la posais parce que je me souviens, durant tes années aux municipaux et les dernières, je voyais souvent que tu mettais des stories où en pleine séance, la lumière s'éteignait ou l'éclairage, il y en avait qui marchaient plus ou moins bien sur le synthétique des CIPO. Donc ça aussi, les installations en amateur, c'est un vrai problème. C'est même un gros chantier. On est dépendant des villes et des mairies. Mais c'est vrai que nous on a eu énormément de problèmes. Si je te fais sur l'ensemble de ces ans, mais on a eu énormément de problèmes sur le synthétique en lui-même, qui se détachait de partout, etc. Donc après, il a été renouvelé dans le temps. On a eu des problèmes dans les vestiaires où des champignons poussaient et qu'ils ont été fermés pendant très longtemps. Et encore, l'état des vestiaires, et apparemment là ça va changer, mais tu peux pas accueillir des enfants, des jeunes qui prennent leur douche, etc. C'est pas faisable, surtout des clubs de l'extérieur, etc. L'accueil c'est inadmissible. Et puis notre quotidien, on a fonctionné donc sur 8 lampadaires qui devraient fonctionner, on a été très longtemps à que 4. Donc t'imagines les espaces d'ombre et parfois qui s'allument pas du tout. Et tu vois, pour l'exemple que tu donnes de l'année dernière, t'es quand même en R1, plus haut niveau régional, t'essayes d'avoir ton club de la ville qui est présent et que tu peux pas t'entraîner dans la semaine, donc parce qu'il y a ces problèmes-là. Et comment tu vas expliquer ça? Comme tu disais tout à l'heure, le joueur, c'est pas son problème, ça. Toi, ça doit fonctionner. Donc, c'est pas son problème, mais il va leur expliquer, du coup, ce soir, on fait pas en séance, puisque, il y a pas d'éclairage et t'es pas maître de la situation. T'es dépendant d'autres personnes.
Et en parlant de ça, on a eu d'autres soucis puisqu'il y a eu une rénovation du coup du stade Rousseau qui était en herbe et qui était le seul homologué pour jouer sur la R1. Sauf qu'en début de saison, l'herbe n'avait pas poussé assez, il n'était pas prêt, etc. Donc il a fallu chaque semaine trouver un autre stade pour pouvoir jouer. Donc très souvent on a réussi à voir Gagarine, mais très souvent on l'a eu le mercredi pour le samedi ou dimanche. Ouais. Et il fallait y avoir qu'un match dessus. Si le RCPH qui joue habituellement dessus, on n'était pas prioritaire sur ça. On s'est vu jouer un match de R1 sur le synthétique situé derrière où tu as une cinquantaine de mètres à faire à pied pour pouvoir aller sur synthétique. Ou le synthétique, il y a des petites pièces qui ont été raccommodées, etc. pour jouer en R1. Alors qu'ils avaient un match de D1 sur le terrain hybride, homologué pour jouer en National 3 minimum, etc. Sans inversion. Mais après, c'est le club support, donc on peut comprendre aussi la situation. Je suis pas en train de dire que mais ça fait partie, des petites problématiques que tu dois gérer au quotidien, parce que ça nous est arrivé. On a voulu déplacer un match contre QRM un vendredi soir pour que ça arrange les deux clubs. Les deux clubs, on était d'accord, les deux coachs, Thomas Tiercy et moi, on était d'accord, etc. Mais on a eu que la décision le jeudi pour le vendredi pour que ça soit accepté. Compliqué. Donc c'est très compliqué, pourtant, parce que pour différentes raisons et parce que faut que la ville accepte à chaque fois. Il y a des décisionnaires et on essaye de suivre les protocoles, on les fait du mieux possible, etc. Et puis quand je vois du coup Coquery cette année qui est un peu dans la même problématique, aimerait bien s'entraîner sur l'hybride parce qu'elle joue dessus de temps en temps, mais ne peut pas. Que le Montgaillard, il y a 3-4 ans, quand ils étaient en N3, ne pouvaient pas non plus s'entraîner dessus, et au moins une fois dans la semaine. Et c'est vrai que les terrains dans les villes, c'est des problématiques. Et ce qui est bien, et tout à l'heure tu me posais la question en off de pourquoi j'ai créé ce média, etc. C'est tout pour ces choses-là, parce qu'on s'est fait la réflexion, mais le joueur, il ne sait peut-être pas tout ça. C'est ça. Alors, peut-être qu'il s'en fout, mais il le sait peut-être pas aussi. Donc c'est aussi bien, et au-delà du joueur, que tout le monde sache que alors quand on voit une image Coquery en N3, c'est beau, mais ils ont sûrement des difficultés eux aussi, et ils essayent de faire en sorte que pour l'image du club, ça se voit pas, mais forcément et l'énergie dépensée, tu disais tout à l'heure, tu vois, sur le temps utilisé, mais là derrière tout ça, c'est des personnes qui sont derrière leurs ordinateurs à faire les demandes, à faire les démarches, à passer les coups de fil auprès des responsables, etc. À parfois se déplacer pour leur montrer, etc. Et parfois, c'est souvent même des bénévoles du club qui sont à la direction, etc., qui sont obligés de faire toutes ces démarches-là. Toi qui essaies de suivre les choses, mais du coup, c'est une énergie que t'es plus sur le terrain. Exactement. Bon. Tout à l'heure, on parlait du coup t'as eu des jeunes, des seniors, et on parlait aussi de ce qu'on leur inculque au-delà du foot. Donc, j'avais une question. On en a un peu parlé, mais on va en reparler. Au-delà du foot, les valeurs que tu veux transmettre à tout prix, tu as toujours eu du début à la fin ta ligne de conduite au-delà du foot. Ouais. La première, déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la ponctualité et puis la politesse. Voilà, ces deux-là, ils sont très importants pour moi. C'est la première des choses. Déjà, respecte les horaires, ça veut dire respecte les personnes. Tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, quand on est coach, souvent on aime bien préparer en amont, s'organiser, etc. Donc parfois, tu mobilises aussi certaines personnes, etc. pour pouvoir le faire. Staff ou parents, donc respecte déjà les horaires. Plus après, il y a aussi les matchs, les machins. Il y a des horaires à respecter. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, il y a un programme aussi à respecter. Et tout ça, ça fait partie du quotidien. Tu habites dans ton boulot, on te demande de travailler à 9h, tu travailles à 9h, tu n'arrives pas à 9h05. Donc c'est pour ça. Donc il y a ça. Après, il y a aussi, j'ai toujours aimé aussi l'abnégation, de rien lâcher. Des erreurs, on en fait tous. Que ce soit en tant que coach, on fait des erreurs. Que ce soit en tant que joueur, on fait des erreurs. Sur le terrain, tu vas louper des passes, tu vas louper un duel, tu vas louper une frappe devant le but, tu vas louper quelque chose. Mais c'est plutôt la manière que tu vas y répondre à cette erreur-là qui m'intéresse. Comment tu vas, te replier à la perte de balle très rapidement. Comment tu vas te remobiliser dans le match alors que tu as loupé une situation qui aurait pu faire changer le scénario du match, et comment tu vas te remobiliser à ça. Est-ce que tu vas continuer à courir? Parce qu'on en a vu, et je pense que tu as un peu d'expérience aussi sur le terrain, des partenaires ou quoi que ce soit, et dès qu'ils loupaient un truc,
bah derrière ça marchait, ça ça arrêtait de courir, ça boudait à moitié, ça faisait plus forcément l'effort. Et ça c'est dommage. Moi j'aime bien justement que le joueur se surpasse un peu là-dessus. Les échecs on en a tous. On perd un match, qu'est-ce qu'on fait la semaine d'après? Ça veut dire on abandonne, ça y est, on a reperdu. On s'est donné l'objectif de monter, l'objectif de. Mais si on n'y va pas, si on a loupé 2-3, on fait quoi? Et tu vois, c'est la part d'abnégation, elle est importante aussi pour moi. Et aussi, bah, tout ce qui est du quotidien, l'éducation. L'éducation, quand je parle d'éducation, c'est on essaye de bosser ensemble, la vie en communauté. Tu vois, on respecte chacun se respecte. Tu vois, il n'y a pas de tu dis à l'autre qu'il est nul, tu dis à l'autre qu'il est faible, etc. Ça sert à quoi de rabaisser l'autre personne? Est-ce que tu penses que ça va l'aider à sortir et devenir plus fort? Non. Tu vois, c'est ces valeurs-là dans cette forme d'éducation, dans le vivre ensemble. Moi, je jamais pris parti pris pour de la religion, pour de non, moi c'est le football ma religion. Tu vois, on est tous différents, pas de couleur de peau, pas de religion. Les joueurs que j'ai eu le savent. J'ai toujours été comme ça depuis 16 ans. C'est le football. On parle football, on vit ensemble, on est tous ensemble. On a des objectifs à aller chercher ensemble. Tu vois. Et au quotidien, chacun respecte les uns et les autres. Tu vois, c'est le plus important à mes yeux parce que je pense que c'est ce qui manque un peu dans notre société actuelle. Hein, si on pousse un peu, mais là on rentre dans un autre débat qui peut. On va parler des airs. C'est ça. Mais c'est vrai que bah, le vivre ensemble est hyper important parce que je pense que c'est ce qui t'amène derrière des équipes. Tu vois, souvent on parle de l'homme, du joueur, mais le collectif, l'équipe. Quand est-ce qu'on est ensemble? Quand est-ce qu'on fait les choses? Tu vois, pour obtenir, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça, c'est hyper important. On parle souvent de Deschamps, de Didier Deschamps et sa manière de créer, de fédérer un groupe quand il va gagner la Coupe du Monde. Il a peut-être pas pris tous les choix. Tu disais tout à l'heure, tous les choix sont discutables. On peut discuter de sa liste, mais lui, il le dit, et il s'en cache pas, il crée un groupe, il fédère quelque chose pour que ils y aillent tous ensemble. Et ça revient un peu à ça, c'est tellement. Et je pense que tu le sais dans le quotidien avec le nombre de personnes avec qui tu discutes. Regarde le nombre de personnes qui ont des choix différents de ce que toi tu ferais aussi. Tu vois, parfois tu partages la même chose, parfois tu partages pas. Mais en fait, le football, en fait, on a tous un peu nos avis par rapport à notre vécu, par rapport à notre sensibilité, par rapport à un contexte qu'on connaît pas forcément, etc. Et tout ça, on a tous un avis différent, mais sauf que faut respecter l'avis de l'autre. Tu vois, parce que, bah, certes, toi, t'aurais fait autre chose. Ok. Mais lui, il a fait ça et c'est à lui d'en tirer après l'expérience. Est-ce que ça a marché ou pas marché? Tu vois, et c'est ça, lui aussi, qui est le plus important. C'est dur aussi de soi-même se dire, réfléchir et se dire. C'est très dur. Peut-être que j'aurais pas dû, j'aurais dû. Tu vois, je vais te donner un peu, là, un peu par rapport au vécu, c'est que je descends de R1 à R2. Tu vois, sur ma première saison en senior, pour X contexte, tu vois, alors, je pourrais t'en sortir plein des excuses du pourquoi, du comment, mais obligé de se remettre en question de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, parce que l'année d'après, j'étais convaincu qu'on pouvait remonter de R2 à R1, et ça c'est quand même assez rare quand même, d'une année où tu descends, l'année d'après tu remontes, et on a réussi quand même à créer quelque chose de très intéressant qui nous a permis de remonter en R1, et derrière tout ça, je suis arrivé avec des idées en R1 la saison dernière, certes avec beaucoup de descentes, mais on est redescendu en R2 parce que du coup, je pense qu'il y avait encore d'autres choses, tu vois, que je regrette pas forcément parce qu'il faut pas avoir de regrets, c'est passé, on pourra jamais y retourner, mais j'ai acquis une expérience, ça sert à ça. Je sais que dans ces situations-là, si cela devait se reproduire ou quoi que ce soit, je le referais différemment. C'est ça. Il faut passer par là pour justement pouvoir réfléchir et amener autre chose. Mais c'est dur, comme tu le dis. Je suis d'accord avec toi. C'est souvent on est convaincu que c'est la bonne décision. Mais non, en fait, avec le temps, justement, on en parlait en off tout à l'heure. Là où moi j'ai le plus appris, c'est dans l'échange et le partage avec tout le monde. Exactement. Je te le disais tout à l'heure, moi, pourquoi j'ai continué les formations, les jurys, etc. Parce que ça continue à m'éveiller, tu vois, dans la tête, à pouvoir justement échanger avec d'autres éducateurs qui ont une autre vision, d'un autre secteur, d'un autre lieu. Là où j'ai le plus appris, c'est aussi au DES, par l'échange avec
différentes personnes que j'ai côtoyé quand même. Tiens, Ahmed Kantari qui est maintenant coach à Nantes, hein, Cédric Barrault qui est adjoint à Nice, des personnes qui ont en plus un vécu pro, Julien Faubert, etc., qui ont des vécus pro et qui ont été intéressants. Mais à côté de ça, j'ai aussi côtoyé des Sébastien Penacchio qui est maintenant directeur de centre à Lille, qui ont une vision, tu vois, et qui ont des responsabilités. Puis je parle pas des autres coachs qui sont à Lens, à Strasbourg, à Lyon, etc. Des super personnes et d'autres dans le foot amateur aussi, parce que certains ils sont encore. Et toutes ces personnes-là, c'est tellement une richesse de pouvoir évoquer et échanger avec eux. Alors parfois t'as pas la même vision parce que t'as pas les mêmes problèmes, t'as pas les mêmes joueurs, t'as pas. Mais tu vois tout ça, tu une idée. Après c'est à toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce qui te correspond toi dans tes convictions? Tu vois quel éducateur de demain souhaites-tu être? Tu vois quel coach souhaites-tu être? Parce que on dit toujours, il y a des entraîneurs d'équipe, il y a des entraîneurs de joueurs. Il y en a franchement c'est des super formateurs. Ils ont amené tu vois, des joueurs à aller très haut, mais ils n'ont pas forcément eu des résultats collectifs, tu vois. Il y en a d'autres, ils ont eu des super résultats collectivement, mais dans le contenu, tu sais, individuel du joueur, de le former, à l'aider à passer un cap, c'était pas forcément ça. On a tous entendu ça à un moment donné, donc c'est quelle personne derrière souhaites-tu être? Et moi, tu vois, par le vécu, je pense que j'ai pas mal de joueurs quand même à intégrer le centre de formation. J'ai plus d'une 60aine de signatures en tant que responsable, coach de joueurs, tu vois, au centre de formation du HAC. Donc j'ai eu des joueurs qui ont eu des essais à Bordeaux, à Lens, à Auxerre, etc. aussi. Il y en a certains qui sont encore, tu vois, à jouer à des bons niveaux, très haut niveau, hein, que ce soit en pro ou semi-pro. Donc c'est vrai que je pense que, mais sur le plan collectif, on aurait pu obtenir d'autres choses. Je pense que j'aurais pu réussir à grappiller un petit peu plus, un titre supplémentaire, un petit truc. Et là, le petit titre que j'ai en travers de la gorge, là, à cause de Michael Baïf, l'année où on a failli monter en 17 nationaux et qu'on a fait une finale de Coupe de Normandie, face à nous, quand même, on avait quand même Imad Abdelli qui joue à Marseille maintenant, on avait Pape Gay, hein, qui vient de gagner la CAN, quand même, face à nous, on avait Wayo Koulibaly, qui est parti jouer en première ligue. Donc effectivement, il y avait quand même du lourd. On perd 3-1 cette finale-là, mais c'est un petit regret. Mais en face de toi, tu avais quand même quelques qualités quand même. Ouais, c'est clair. Bon, je te disais tout à l'heure, on va faire un petit jeu. Je te donne deux choix, tu choisis, sans rentrer dans le détail. Mais je pense qu'on peut voir un petit peu de personnalité dans les choix que tu vas nous donner. Donc première, herbe ou synthétique? Herbe. Possession ou transition? Possession. Groupe restreint ou groupe élargi? Élargi. Senior ou jeune? Vrai dilemme. Vrai dilemme. Parce que, et là, je vais justifier avant de répondre, le senior te crée vraiment des belles émotions. Sur le plan sportif, dès que tu gagnes, dès que tu enchaînes des victoires, humainement, ça reste des adultes comme toi. Donc, tu crées des liens et de l'affectif différent. Mais surtout sur le plan émotionnel, en tant que coach, c'est vraiment le top, c'est les seniors. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Mais après, les jeunes, de les amener à la progression, de les voir progresser d'année en année, de voir d'où tu pars, tu vois, sur le début de saison et où tu arrives à la fin de saison déjà, en un an. Parce que je pense aussi, parfois, pour moi, il faut des 2-3 ans. J'ai toujours parti là sur les projets 2-3 ans avec une catégorie. C'est vrai que c'est intéressant quand tu arrives à les amener. Donc, je te dirais quand même senior. Ouais. Senior pour les émotions à vivre. C'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec Mathieu dimanche en allant au match, ou en repartant, je sais plus. Et je lui dis, on a fait 3 ans sur les 18 où il y a des émotions. Parce que les 18 seniors, on est très proche. C'est vrai. T'as des résultats, et qui dit résultat dit émotion. Parce que moi, avec mes U18, je suis parti de D2. En 3 ans, on est monté en R2. Et on fait une finale qu'on a perdue. Finale du district. On la perd. Bon, c'est une anecdote. Mais ça crée des émotions. Ça crée des émotions négatives. Voilà. Mais ça crée des émotions. Cette année, j'ai les U9. Donc c'est cool parce qu'on voit une progression. Là, on a bien vu sur les 6 premiers mois de l'année, comparé au début, une vraie progression. Donc c'est cool.
Mais ce que je disais à Mathieu, le foot à 11 me manque. La compétition, ça manque. Les émotions, parce que c'est autre chose que ça me manque. Donc, voilà, c'était pour Mais je te rejoins, et tiens, pour compléter, j'ai arrêté le 18 mai. Le 18 mai, dernier match du championnat, etc. Le club, on tourne la page, ses envies passées en tant que coach, on tourne la page. Bah, allez, aidez-moi, ça fait du bien, ça fait du bien, tu souffles un peu, t'as pas tout à penser pour la saison prochaine, etc. Mais effectivement, dès le mois d'août, septembre, bah, ça y est, là, tu vois, la compétition commençait à me remanquer, gagner ensemble, gagner les matchs, comment mettre en place pour gagner le match, d'être avec des gars au quotidien. Et puis, il n'y a rien de mieux que ces émotions-là. Et c'est ce qui me manque un peu cette année, hein, on va pas se le cacher. Hein. Je fais des choses différentes, mais l'aspect émotionnel, et là, j'ai hâte de recoacher sur la saison 2026-2027. Hein. Il va falloir ça. Donc, pour poursuivre, mais il va y avoir un débat aussi, du coup. Gagner ou faire progresser? Faire progresser. Ouais. Faire progresser, même... pourquoi je te dis faire progresser? Puisque, pour moi, tu peux perdre, mais que c'est toujours quand même intéressant. Même ton équipe senior où tu cherches à gagner, c'est quand même de les faire progresser, tu peux le voir aussi. Si tu as des identités de jeu, etc. Et tu as toujours espoir que cette identité-là va t'amener à gagner. Alors, je te dis ça maintenant. quand on est au quotidien, je te dirais, bah, sur le monde senior, ça reste gagné. Ça fait la partie de la part d'émotion, etc. Mais mes convictions ont toujours été de vouloir former, tu vois, faire jouer, etc. Mais la réalité, tu vois, quand je te dis de l'expérience que j'en ai tirée, par exemple, de ces 3 dernières années sur le monde senior, bah, je te dirais maintenant, il faut faire gagner. Et je ferais des choix différents si maintenant j'avais cette mentalité-là. Tu vois, avant, j'aurais fait des choix parce que je pensais que le joueur, j'avais besoin de lui inculquer quelque chose et dans le profil que je voulais, même si j'avais des doutes pour que ça marche. Ouais. Là, maintenant, à force d'échanger avec des gars, là, par exemple, dernièrement, j'ai encore échangé avec Gilali, qui est à Dieppe, qui est monté quand même de N3 à N2, et puis là, qui était sur le haut tableau de N2. Et par l'échange avec lui, bah, tu vois, ça m'a vraiment fait prendre encore plus conscience que, bah, certains choix, tu les fais, c'est pour gagner. Bah oui. Parce que tu vas être jugé de toute manière à ça. Quand tu es sur le monde senior, tu vas être jugé à tes résultats. Donc, tu vois, sur certains choix, qu'importe si tu frustres un peu le joueur, que, tu vois, qui t'a créé de l'affectif ou quoi que ce soit, si tu penses que ce jour-là va pas te faire gagner, malheureusement, il faut pas le prendre. Je sais pas si tu as écouté l'interview avec Face au Sport avec Khalidou de Coquerie, et il le dit clairement. Quand il a pris les rênes de Coquerie, bah, il y avait des anciens partenaires, il y a son frère, il y a des amis à lui, mais il a accepté un poste où bah, il y a des choix à faire, et puis bah, il faut les faire, il faut les assumer, et puis pour le résultat. C'est ça. C'est ça, quand j'ai écouté Khalidou, parce que bah, ça nous arrive d'échanger aussi dans la saison, etc. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé un peu là-dessus, parce que c'est vrai que bah, comme tu disais, 16 ans dans le même club, bah, du coup, les joueurs que tu crées aussi du lien affectif avec eux. Même si c'est pas forcément la même famille, là ça doit être encore plus dur pour lui, mais c'est vrai que tu crées un lien affectif, et parfois bah, faire un choix quand le lien affectif est présent, en fonction du résultat, c'est compliqué. Et sauf que la réalité, c'est que tu seras jugé sur tes résultats. On te donnera toujours raison si tu as gagné, dans tous les cas, tu as gagné. Donc c'est pour ça. J'en ai un dernier. Guardiola ou Diego Simeone? Guardiola, sans hésiter. Le top à mes yeux, sur l'aspect footballistique, et en plus les résultats qu'il a obtenus dans différents clubs, et en plus bah, sur la réussite, en plus dans chacun de ces clubs, donc ça c'est quelque chose de très fort. Après, est-ce que demain je veux que mes équipes jouent comme Guardiola? Non. Non, parce qu'il faut aussi savoir se remettre à sa place, et comme je te le disais tout à l'heure, on est tous différents, on a tous une conviction, une vision différente, et il faut aussi prendre tout un contexte en place. Et quand tu arrives dans ton contexte, t'as pas les joueurs que Guardiola avait. Tu vois, donc faut limiter, faut restreindre dans les idées, on peut reprendre certaines petites
idées directrices, mais attention. Pour finir l'interview, quelle est ta perspective d'avenir à court, moyen et long terme? Là, sur du court terme, je prends énormément de plaisir sur du coaching individuel. Ça m'ouvre vraiment une notion d'expertise différente de comment faire progresser le joueur, mais vraiment que sur le plan individuel. Et je me rends compte que certains aspects techniques, tu vois, du jeu demandent vraiment un autre aspect sur le plan moteur, sur le plan athlétique, que le joueur, s'il n'est pas prêt à pouvoir le réaliser, en fait, tu auras beau lui demander de faire des replis défensifs, s'il est piston, machin, etc., mais tu lui as pas amené le volume nécessaire ou gagner ses duels aux joueurs si, sur le plan de l'équilibre, sur le plan musculaire, il n'est pas capable, tu vois, d'être assez tanké pour pouvoir faire des choses. Là, tu vois, c'est là où je m'aperçois que un peu plus de travail individuel, et c'est pour ça que, avec les coachs avec qui je fonctionne, avec qui j'ai discuté, etc., je leur faire comprendre que c'est vraiment un complément. Ça remplacera pas leur séance, parce qu'il y a la séance collective qui est hyper importante, l'aspect du groupe, comme on disait, hein, les connexions, les machins, mais il y a aussi l'aspect individuel qui peut être un vrai complément pour le joueur là-dessus. Donc je prends beaucoup de plaisir là-dessus, mais c'est vraiment sur du court terme, puisque c'est la question. Moyen terme, c'est de revenir en club, en préférence et en priorité sur le niveau national, que ça soit 17 nationaux, 19 NAS, N3, N2, même adjoint, c'est pas quelque chose qui me dérangerait, puisque j'ai besoin d'acquérir encore plus, comme je t'ai dit, hein, moi je suis dans l'échange, dans le partage, et je suis toujours dans la réflexion perpétuelle. Alors je pense que je pourrais être capable de prendre demain, tu vois, parce que je suis un autodidacte et j'aime bien, tu sais, bosser, et je suis un acharné, donc je lâcherai rien, mais ça me dérangerait pas de collaborer avec quelqu'un. Parce que justement, l'échange de partage, bosser, faire des séances, c'est mon quotidien, j'adore ça. J'ai toujours aimé faire des séances. Là, on en fait 240 par saison, donc imagine depuis 16 ans. Donc à court terme, revenir sur le plan niveau national de préférence. Et puis à plus long terme, peut-être d'aller au BEFF. Ça c'est vraiment mon objectif. Pour être directeur de centre de formation. C'est le dernier diplôme qui me reste à passer parce que je pense pas que j'irai sur le monde professionnel, sauf on sait jamais, mais c'est pas dans mes plans. Si tu me parles de mes plans, c'est plutôt d'aller au BEFF. Là, j'y suis allé une première fois la saison au mois de mai, la saison dernière pour les tests. Donc comme j'étais pas en structure, c'était plus compliqué, mais ça m'a permis de voir quel type de questions ils allaient poser, etc. Puisque c'est toujours intéressant. J'ai été accepté au DS sur ma deuxième année, donc c'était une première fois, ça m'a permis de voir, et puis la deuxième, après tu montres ce que tu sais faire. Hein, donc là c'est avec la même chose. Hein, je vais y retourner cette année, je pense, pour toujours continuer à échanger. Ça permet de côtoyer des potes, hein, puisque j'en ai vu une dernière. J'espère les revoir cette année. Et puis c'est toujours sympa de rééchanger là-bas. Et puis essayer d'y rentrer le plus tôt possible, puisque ça permet quand même d'entraîner au niveau 17, 19 nationaux, réserve pro, dans les gros centres de formation. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Merci beaucoup, Greg, on est sur la fin. C'était vraiment bien. Vraiment cool pour une première interview pour ma part. Je sais pas si tu avais déjà fait, mais non, écoute, merci à toi déjà d'avoir pensé à moi. Moi, c'est ma première également de réelle interview. Après, j'ai essayé de te montrer mon défi un peu. J'espère que ça t'a plu. Après, s'il y a besoin d'échanger encore, moi, il n'y a pas de souci. Je suis toujours été comme ça. T'as rappelé une petite anecdote que je t'ai certifié notre premier diplôme, mais ça m'a fait plaisir parce que je me rappelle pas. T'as dû en voir un paquet, mais je sais pas où on a vu à passer un paquet, mais c'est toujours sympa, tu vois, ces petits moments-là, c'est plaisir dans le football. Et c'est pour ça que j'aime bien les rassemblements, il y a plein d'éducateurs, ce qui permet justement de pouvoir échanger. Moi, j'aimerais, dans un avenir proche ou lointain, je ne sais pas encore comment mon projet va évoluer, mais j'ai l'idée de réunir plusieurs coachs et de parler d'une thématique autour d'une table et d'en discuter. Je pense que ça pourrait être cool comme on disait, d'avoir différents avis et ça peut que aider de toute manière. Bien sûr. Très bonne idée, puisque comme on disait tout à l'heure,
on a tous un peu une vision différente sur un même sujet parfois. Donc que ça soit sur le plan tactique ou sportif. Donc, sur tous les plans, donc super sympa et ça amène J'ai une dernière question. Qui aimerais-tu voir à ta place sur une prochaine interview? Est-ce que tu as une idée à nous suggérer? Sur une prochaine interview que tu trouves intéressant pour son parcours? Et des personnes intéressantes, il y en a plein. Il y en a plein. Est-ce que c'est des personnes qui ont été en club depuis des années comme Rachid Hamzaoui par exemple, à Gaufreville, qui a un peu le même parcours, qui a un même diplôme, etc., qui est au club depuis belle lurette, et puis c'est quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup aussi. Donc c'est vrai, de mettre un peu de lumière dessus, ça peut être toujours intéressant. Ou alors est-ce que c'est sur du récent comme Khalidou, mais qui a obtenu des résultats très intéressants ces dernières années à Cocrioville ou à Gonfreville. Donc c'est quand même quelque chose qui est un parcours aussi sympa. Ou des personnes qui sont dans la région depuis longtemps, comme David Duchemin, qui est juste à côté, à Lillebonne, là, qui ça fait des années, il est dans le milieu, dans le coaching, mais aussi dans la formation maintenant. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui peuvent amener, je pense qu'on plein de vécu, qu'on plein d'idées, et il y en a plein d'autres. J'ai beaucoup d'idées qui me traversent. Si je pourrais, je ferais tout le monde. Peut-être qu'un jour. Je vais faire réfléchir, mais effectivement, le fait que tu poses la question, j'ai pas mal de personnes qui me viennent en tête, mais c'est vrai que il y a beaucoup qui. Tout à l'heure, on parlait de Lokman et son parcours, parce que Lokman, jeune coach, quand il est arrivé, quand il a pris la première Bolbec avec Benoît. C'était sa deuxième expérience. Il avait la réserve l'année d'avant, je crois. Donc, il a fait un bon parcours. Donc lui aussi, mais il y en a plein quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Les personnes, il y en a beaucoup. Après, voilà, c'est ce qui est toujours intéressant dans ton projet. Et comme je l'ai dit, c'est d'essayer de donner un peu de force. C'est que justement, ça va permettre de voir d'autres visions et d'autres parcours et s'apercevoir qu'en fait, on a eu quelque chose en commun, c'est la passion du foot, qui est la première des choses. Et puis d'essayer d'échanger, d'en partager et en fait on a tous un petit parcours différent, mais en fait on se rejoint sur une chose et c'est cette passion. C'est exactement pour ça que j'ai créé le foot d'en bas, c'est exactement ça, c'est parce que on fait tous des choses différentes, que ce soit président, arbitre, entraîneur, le simple dirigeant qui a un peu de temps à donner mais qui réclame rien, qui est juste là pour donner les coups de main on l'a tous vu, il y a toujours un bénévole phare dans un club qui fait l'arbitre de touche à tous les matchs, il y a plein de choses. Mais on a, comme tu l'as très bien dit, une seule et même chose en commun, c'est la passion du football. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé ça, pour donner la parole à des gens qui ne l'apprennent pas ou qu'on ne leur donne pas forcément. Donc voilà. J'espère que ça marchera. On va continuer de suivre ça. En tout cas, Bruno, merci à toi. Et puis, n'hésite pas à mettre du monde en lumière. C'est super sympa, même des hommes de l'ombre, comme tu l'as dit. Nous, on a des personnes au municipaux à l'époque qui sont à la laverie, par exemple, qui préparent tous les maillots du week-end avec le nombre d'équipes qu'il y a, etc. Les personnes, ça, c'est hyper important dans les clubs qui sont pas souvent mis en lumière. Donc, c'est vrai que le bénévolat dans le football, heureusement qu'il existe, parce que sans ça, vraiment, les clubs ne tourneraient pas. Donc, ça, c'est dans tous les clubs. Donc, ça, je tire mon chapeau à tous les bénévoles de tous les clubs, parce que sans eux, on n'arriverait pas à faire fonctionner. Donc, sans eux, il n'y a pas de foot amateur sans bénévoles, sans personnes qui donnent de leur temps, même les salariés. Tout à l'heure, on disait qu'un salarié à 35 heures ne fait pas 35 heures, mais il en fait le double. C'est ça. Sans ces choses-là, il n'y aura pas de football amateur. Et le foot amateur est l'essence du football professionnel. Bien sûr. Tous les joueurs, ils sont passés. La première étape, elle est là. C'est obligé. C'est quasiment. Oui, même. Oui. Donc voilà. Merci à toi. Merci.